Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2. Les matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Arnaud de Samer, je dois le dire. Oui, il vaut mieux, oui. Arnaud de Samer. Très bien, Arnaud. Il y a une petite hésitation où tu te demandais peut-être comment. J'ai pas l'habitude de parler de moi à la troisième personne, c'est pour ça. Ravi de t'avoir avec nous, Arnaud. J'ai eu la chance de te connaître et de travailler, si on peut le qualifier ainsi, avec toi au début de Bein Sport, quand j'ai présenté une émission qui s'appelait Lunchtime, laquelle était diffusée de façon surprenante à l'heure de déjeuner. On a beaucoup rigolé avec Marie Portalano et toute l'équipe à l'époque. Et je sais donc que tu aimes le sport, mais est-ce qu'on peut dire que le foot est ton sport préféré? Ah oui, c'est mon sport. Le foot a guidé ma vie et le guide encore depuis que j'ai 7-8 ans. Ouais. Ah, quand même, à ce point-là. Ouais, parce que à ce point-là, tu as d'autres passions. Oui, je suis un passionné de tous les sports, mais la base, le coup d'envoi de cette passion, c'est le foot. Ouais. Le foot, j'ai joué en club pendant 18 ans, donc ouais, bien sûr. Ouais. OK, ça c'est établi et donc on peut partir sur cette liste. Bien sûr. Des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Arnaud de Samer. Le match numéro 1, c'est lequel et pour quelle raison? Alors j'ai dû te dire, le 21 juin 1986, quart de finale de Coupe du Monde, France-Brésil. C'est exactement ce que tu as dit, effectivement. Ouais. Pourquoi ce match-là? À Guadalajara, yes. au Mexique. Ce match-là, parce que alors j'ai hésité avec le France-Allemagne de Séville 82, qui a été le point de départ de ma passion pour le foot. J'avais 7 ans, j'ai vu Séville 82 sur les genoux de mon père et c'est ce qui a déclenché ma passion. Mais je préfère France-Brésil 86 parce que déjà c'est plus joyeux au niveau du résultat. La dramaturgie du match est incroyable et c'est intimement lié aussi à Michel Platini et mon rapport avec Michel Platini. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passionné de football, mais je suis avant tout un amoureux de ce joueur. C'est l'idole de ma vie. J'ai grandi avec des posters de Platini qui tapissaient. Il n'y avait plus un centimètre de vide sur les murs de mes chambres. C'était Platini, c'était des cahiers de Platini. Je connais toutes les dates, la carrière de Platini. Je suis fou de ce gars-là. Incroyable. Fou amoureux de ce joueur. Et en 86, sa carrière se termine, quoi. Il est en fin de carrière. Il va prendre sa retraite en mai 87. Il jouera son dernier match avec la Juve au mois de mai 87, le 17 mai 87 précisément, contre Brescia. Juventus Brescia. Ah oui, tu rigoles pas quand tu sais tu dis que tu es vraiment fan. Non, mais parce que j'ai pleuré ce jour-là. Je me souviens avoir pleuré. Donc j'avais 12 ans et je me souviens avoir été en larmes. Et d'ailleurs, il pleuvait sur le stade de la Juve ce jour-là. Platini joue son dernier match avec la Juve et il pleut, le ciel pleure la retraite de Platini. Donc je suis vraiment un amoureux de ce gars-là. Et 86, France-Brésil, il marque son dernier but avec l'équipe de France. Il égalise, le Brésil ouvre le score. C'est un match qui est d'une intensité incroyable. Les Brésiliens jouent un football brésilien, mais incroyablement léger, spectaculaire. Et les Français résistent. Et Platini est blessé au talon, je crois que c'était au tendon d'Achille. Il avait cette petite blessure. Et donc, on se demande est-ce qu'il nous sauvera. Et il nous sauve, il égalise. Et on finit par gagner au tir au but avec ce fameux tir au but de Luis Fernandez et Thierry Roland aux commentaires. Vas-y mon petit. Et Platini qui saute dans les bras de Fernandez de joie, comme s'il lui disait merci, grâce à toi je prends pas ma retraite ce soir et voilà donc. Et c'est un match qui est resté dans ma mémoire très longtemps. Je l'avais vu à la campagne. J'étais invité par un pote dans une maison de campagne, je me souviens très bien. Et au coup de sifflet final, à la fin des tirs au but, quand la France gagne, on était sortis dans le jardin. On avait couru comme des dératés. On était gamins, on avait 11 ans, tu vois. Oui. Et on courait, on sautait en l'air. Et ce sont des souvenirs qui sont fous, des souvenirs d'enfance qui sont dingues. 86, t'imagines, ça ne nous rajeunit pas. Et oui, tu avais 11 ans, effectivement, et ton amour pour Michel Platini s'exprime à travers ce match. Lui qui avait égalisé, c'est Careca qui avait marqué le premier but pour le Brésil. On est en quart de finale, effectivement. Et la France, champion d'Europe,
a déjà sorti l'Italie, qui était le champion du monde. Donc, avant de jouer contre cette équipe de Brésil, la France, pour une fois, était peut-être même favori, mais je ne sais pas, le Brésil, c'est quand même le Brésil. Et c'est un match qui a marqué beaucoup de gens qui ont vu cette rencontre, parce qu'effectivement, il y a tellement de dramaturgie. Platini qui rate dans la séance de tir au but, en plus. Son seul penalty raté avec l'équipe de France, il tire un tout petit peu au-dessus de la lucarne gauche, il croise son tir qui passe un tout petit peu au-dessus de la lucarne gauche. Moi, j'aime bien ce joueur parce que il y avait aussi cette petite mauvaise foi de Platini qui dit que le ballon a légèrement bougé au moment où il tire et tout. Mais non, il s'est juste foiré, quoi. Il s'est juste raté. Joël Batz qui fait un match incroyable, qui détourne. Pendant le match, il détourne un penalty de Zico, il me semble. C'est ça, qui venait de rentrer en jeu. Voilà, Zico qui venait de rentrer en jeu, bravo. Et Batz détourne ce penalty qui nous permet d'aller au tir au but. Et pendant la séance de tir au but, de mémoire, je crois que c'est Socrates. C'est ça. Batz qui arrête un tir, c'est au début. Un tir au but de Socrates. Et il y a un joueur aussi qui tire sur le poteau aussi, qui met un poteau. Julio César, voilà, qui jouait en France à l'époque à Brest, non? Il va jouer en France, effectivement, il va jouer à Brest. Oui, c'est ça. Et Batz fait un match héroïque et voilà, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est vrai que avant cette Coupe du Monde, tu as raison parce que on est champion d'Europe, la France est championne d'Europe, et avant la Coupe du Monde, Platini, il est vraiment au firmament. Il est vraiment au top. Il vient de gagner son 3e ballon d'or. Il est vraiment au top, quoi. Et je me souviens, j'étais petit encore, et je me souviens d'interviews de joueurs français ou d'un joueur français qui avait dit on a le meilleur joueur du monde, on peut pas rater cette Coupe du Monde, quoi. On est obligé de gagner, on a le meilleur joueur du monde. Et quand on connaît l'histoire, quand on sait quelle Coupe du Monde fera Maradona en 86 et le sacre des Argentins en 86, voilà. Mais le regret, c'est juste que Platini ait joué cette Coupe du Monde blessé. C'est juste dommage, quoi. Comme souvent, en fait, quand il raconte son parcours. Il n'y avait que 84 où il était plus ou moins à 100%, et on a vu le résultat, 9 buts en 5 matchs, champion d'Europe. Bref, on revient sur toi, né à Bordeaux le 11 mars 75. Tu as 11 ans, donc pendant ce match à Guadalajara, tu disais que tu as regardé ça chez un pote. Tu étais petit joueur de foot à cette époque-là? Tu jouais au bien football? Sûr. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai commencé à jouer à l'âge de 8 ans, et à cette époque-là, oui, j'avais déjà intégré un club à Rocancourt, dans les Yvelines, et c'était le bonheur de ma vie d'aller à l'entraînement le mercredi et de faire les matchs le samedi. On avait un maillot, le maillot du club était jaune. J'avais le brassard de capitaine. C'était tellement une belle époque. Et tu jouais à quel poste? Je jouais à l'époque un poste l'appellation de ce poste n'existe plus. On appelait ça ailier gauche. Pardon, c'est la machine à café qui s'éteint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est chez moi, Darren est chez moi, et il vient de se retourner, apeuré, mais non, c'est la machine à café qui s'éteint. Je jouais ailier gauche. Voilà, donc... Tu te souviens, à Auxerre, il y avait Pascal Vaillirua qui jouait ailier gauche. Ces joueurs qui longeaient la ligne de touche, qui débordaient pour soit repiquer au centre, soit centrer. Maintenant, on appelle ça des pistons, quoi. Avec quel niveau, alors? Je me démerdais. Je me souviens avoir fait des sélections régionales, avoir été pris aux sélections régionales pour jouer en région Île-de-France. Et on était 500 gamins au départ, et ils en gardaient 20 à l'arrivée. J'étais dans les 20, donc j'avais un petit niveau. Ouais. Et j'ai arrêté de jouer au foot parce que mon corps a décidé autrement. Et, tu vois, quand je suis arrivé en senior, là où ça commence à être beaucoup plus physique, je me pétais de partout, les adducteurs. T'étais un peu frêle, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et puis surtout fragile des muscles. Et j'avais un jeu, j'étais ailier, et donc je faisais beaucoup d'accélération, accélération sur accélération, et puis immanquablement ça pétait, quoi. À un moment donné, ça pétait les adducteurs, les quadriceps. J'ai eu beaucoup de blessures comme ça, et donc au bout d'un moment, tu attends 3 mois de te guérir, tu joues 2 matchs et tu te reblesses, tu arrêtes. Ouais, et je me souviens aussi d'avoir eu une entorse, un défenseur qui m'avait saccagé la cheville. Et première entorse à la cheville gauche. Et à l'époque, la médecine
J'ai l'impression d'avoir 90 ans. À l'époque, À l'époque, non, mais ça va paraître absurde à tous ceux qui ont eu cette blessure-là où c'était une entorse et on m'a plâtré l'entorse. On ne plâtre pas une entorse, on n'immobilise pas une entorse, on immobilise pour des os, pour que les os se recalcifient. Mais les tendons, il faut surtout pas les immobiliser. Il faut justement, quand tu as une entorse, c'est pour ça qu'on met des attelles pour qu'il y ait un petit peu de mouvement, pour que le tendon continue à fonctionner. Et moi, ces imbéciles m'ont mis un plâtre pendant 5 semaines. Mon entorse n'a jamais guéri et j'ai 9 entorses à la cheville gauche. Donc je continue à jouer au foot et dès qu'il y avait un petit truc sur la pelouse, un petit caillou, bim, j'avais la cheville qui tournait et donc j'ai 9 entorses à la cheville. Donc tout ça a fait que je ne joue plus. Ok. Revenons sur ton enfance. Donc, quel genre de petit gamin es-tu et quelle place a le sport dans ta vie et à la maison? Je suis un enfant joyeux, entouré de frères qui ont le bon mot, qui ont le même humour que moi et un humour qu'on hérite de notre papa aussi, qui est, bien que ce soit un militaire de carrière, c'est un homme très drôle et avec beaucoup de... très british, tiens, tu vois, dans le pince sans rire, dans le deuxième degré, un peu absurde et tout ça. Donc moi, j'ai grandi, et c'est ça aussi qui a éduqué mon humour. J'ai grandi avec ces références-là. Et donc, je suis assez joyeux, un peu. Je suis le plus turbulent, entre guillemets, des trois, mais tout en restant sage, parce que... on n'est pas non plus dans une ambiance militaire à la maison, mais quand même mon père, fallait pas l'emmerder, quoi. Tu vois. Donc c'est pas le bagne, c'est pas le camp militaire, mais bon, fallait pas trop jouer avec lui. Et puis très très vite passionné de sport, donc ça veut dire passionné de foot, donc ça veut dire j'avais des balles en mousse dans ma chambre, je me fixais des objectifs, si la balle atterrit sous le radiateur. Là, j'ai 3 essais, je réussirai mon contrôle de maths demain, enfin tout ce que les... Donc je jouais dans la cour de récréation, je jouais en bas de l'immeuble avec les potes, je jouais tout le temps. Le foot était... ça guidait ma vie, quoi. Et plus tard, d'autres sports, mais comme on est là pour parler de foot, je te parle que du foot. Sinon, ce podcast peut durer vraiment toute la journée. La passion est là avec tous ces posters de Michel Platini partout dans ta chambre. Attends, je peux juste dire quelque chose sur Platini. Non seulement j'avais des posters, mais j'avais aussi un petit porte-carte en cuir avec 2 photos de Michel, un en équipe de France, un à la Juve. Et ce petit machin-là, il était dans la poche arrière de mon... J'étais petit, j'étais au collège... Et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans ces 2 photos de Michel. Sinon, je remontais chez moi si je changeais de pantalon. C'était fou, ouais. Et tu l'as déjà rencontré ou pas? Mais non, figure-toi que non. C'est incroyable. Mais tu aimerais ou est-ce que... Parce que parfois on dit qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Ouais. J'en ai... Alors que tu es quand même avec moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, c'est... En fait, alors c'est assez vrai ce que tu dis, c'est que je ne l'ai pas rencontré. Je pense que de par mon activité aujourd'hui, je connais plein de gens qui connaissent Michel. Tu vois, je suis en parrain de l'association Ella et je sais que chez Ella, on m'a souvent dit mais il faut que tu rencontres Michel, machin. Et peut-être que je ne l'ai jamais rencontré aussi parce qu'au fond de moi, j'ai peur de cette rencontre, d'être déçu. Ce qui est certain, c'est qu'il est possible que je verse une larme et que je sois ému, très sincèrement ému, quoi. Et que j'ai envie de le prendre dans mes bras et que lui se dise « mais merde ». Ou alors, si je le rencontre, il faut qu'il soit au courant. Ouais. Il faut qu'il soit au courant de ce qu'il représente pour moi. Qu'il soit un peu briefé avant. Je m'en occupe. Ouais, ok, ça va. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire et un peu spécial aussi. Donc, tu as peut-être raison. Oui, je crois que... mieux qu'il soit briefé avant. Peut-être. Parce qu'il peut être pince sans rire aussi, comme ton papa. Ouais. Et très, très, très chambreur. Mais très chambreur. Je le vois pas très souvent, mais j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui. Je l'ai croisé il y a quelques semaines aussi, quand on était... chez lui à Cassé. Je n'étais pas chez lui, mais je l'ai croisé dans la rue. Et devant ce restaurant. Il était question un jour que je fasse caddie. Il faisait un tournoi de golf et je devais être son caddie. Oh, wow. Quelqu'un qui savait que j'étais fou de lui. Oui. Tu crois que la compétition a été annulée pour cause de pluie? Non. Mais oui. T'étais à ça de passer la journée avec lui, ouais. Ça aurait été parfait, ouais. Bon, ok, match numéro 2. On est le 18 mars 1993 désormais, une semaine après tes 18 ans, tiens. Ouais. Et au Parc des Princes, le PSG va jouer un quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA Ligue Europa aujourd'hui contre le Real Madrid. L'équipe entraînée par Arthur Georges avait perdu 3-1 à l'aller,
Tu étais où pour regarder ce match? J'étais chez moi dans les Yvelines. Alors, c'est marrant que tu poses cette question. J'étais chez moi dans les Yvelines, toujours à Rocancourt. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais dans un complexe résidentiel où vivaient, à l'époque, David Ginola et Rai, Wow. qui sont sur la pelouse ce soir-là. Voilà. Incroyable. Ouais. Et il y avait Rai, il y avait Ginola et il y avait Antoine Comboiré aussi qui vivait là. Et donc, tu regardes ce match. Et pourquoi tu l'as choisi Alors, j'ai choisi ce match mais tu vas me prendre pour un fou. Parce qu'il est encore lié à Michel Platini. Non. Mais si. Ah, parce qu'il commente. Mais parce qu'il commente le match et qu'il annonce, annonce le 4e but. Exact. Et alors, je me souvenais plus de la date, 18 mars, c'est vrai que c'est après. 18 mars, d'ailleurs, le premier match, le 21 juin 86, c'est le jour de l'anniversaire de Platini. Exact, j'allais te le dire. Effectivement, bien sûr. Il fête ses 31 ans ce jour-là. Bref, le 18 mars 93, oui, je regarde ce match, et parce que le match est fou. Le match est fou. L'équipe du PSG à l'époque, et je suis pas supporter de Paris, hein, moi je suis supporter d'une équipe qui n'existe plus, qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Mais à l'époque, on a des Valdo, des Rai, des Comboiré, des Ginola, des Colter, des Vincent Guérin qui joue déjà à l'époque. C'est une équipe incroyable et le match est complètement dingue. Ça se joue. On pense que Madrid va arracher la victoire ou les prolongations, je ne sais plus. Et au bout du temps additionnel, il y a ce coup franc sur la droite, un centre de je ne sais plus qui, et Platini qui dit c'est le 4e. Il annonce avant que le... rappelle-moi les scores, oui, c'est ça. Je ne sais plus. Donc, je vais te donner le 11 de départ et tout. Génial. Lama dans les buts. Il y a Colter, Sassus, Ricardo et Comboiré. Il y a Guérin, Le Guen et Valdo. T'imagines le milieu de terrain, Guérin, Le Guen, Valdo. On est pas mal. Oh là là là. Amara Simba était titulaire. Mais oui, celui qui faisait des retournées. Oui, avec Ginola et Weah. Et Daniel Bravo va rentrer en jeu ce soir-là. 1-0, tête de Weah. Donc on est à 3-2. Oui. Mais à 9 minutes de la fin, quand même, Paris pressait, mais il y avait encore donc 3-2 sur les deux matchs. Bravo donne à David Ginola qui marque. Superbe frappe. Il y a 2-0. À l'entrée de la surface, une demi-volée sous la barre. C'est ça, magnifique. J'étais derrière le but ce soir-là. Incroyable. L'un de mes premiers matchs Mais au non. parc. Si, petit Anglais qui venait de débarquer en France. Et t'es derrière le but. Oui, j'étais derrière le but. Oui, je vois tout ça. Incroyable. Bref, Ginola, 2-0, avec le but à l'extérieur qui comptait double en cas de match égalité. Ouais. Donc, le PSG est qualifié. Ouais. Mais il y a encore un but à venir à Valdo. Avec une feinte et puis un tir. Oui, la feinte de Valdo, incroyable. Ouais, magnifique. Donc, il y a 3-0, donc ça fait 4-3 pour le PSG. Paris qualifié. 90 plus 1. Tête de Zamorano. Donc, normalement, il y a prolongation à venir. C'est ça. La déception et tout ça. Et puis, ce moment où il y a coup franc. Et avant la prolongation, Platini qui dit... Et voilà, Platini qui dit à l'antenne, c'est le 4e. C'est le coup franc tiré par Valdo pour la tête de Comboiré, effectivement. Et Comboiré qui s'élève et qui met cette tête un peu décroisée. Et là, c'est une... Moi, je me souviens, je regardais ça avec mon pote qui vivait à côté de chez moi, Derek, un prénom anglais. Ah, yes. Ouais. Et on regarde ça et c'est une explosion de joie incroyable. Mais la dramaturgie du match est tellement folle. C'est-à-dire que quand tu as dans des prolongations à la fois cet ascenseur émotionnel de Madrid arrache la prolongation, tu te dis putain, tout ça pour ça. Ouais. Et puis on est sur une dynamique de lose, quoi. Voilà, donc on sait que voilà. Et puis Comboiré et donc il y a une explosion de joie. Et je me souviens qu'avec mon pote, on explose de joie, on se regarde et on se dit Platini et on attribue la victoire. Mais vraiment, hein. On attribue parce que mon pote était fan aussi. On attribue la victoire à Platini, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, pour moi, c'est tellement. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, Michel renaît, quoi. C'est-à-dire que Michel est sur le terrain, c'est lui qui qualifie la France. En annonçant le but. En annonçant le but, c'est lui qui le fait, quoi. C'est que c'était un super consultant. Il voyait tellement les choses avant les autres. Hein. Fabuleux. Oui, comme sur le terrain. Hein. Ouais. Formidable. Donc, effectivement, ce match, je m'en souviens très bien. J'allais venir avec le billet du match parce que je l'ai dans une petite boîte à la maison et je l'ai oublié. Mais effectivement, oui, j'étais là. Et ce match-là, c'est vrai que ça a marqué les esprits. Et ce qui me
ce qui m'interpelle aussi dans ce choix, c'est que tu es supporter donc de Bordeaux, mais là, tu as vibré pour le Paris Saint-Germain. Oui, parce que je suis pas du tout supporter. Moi, j'aime le foot, j'aime mon pays. T'es pas tribal par rapport à tout ça. Mais non, j'aime. Voilà, je suis français, j'aime Bordeaux, mais je soutiens tous les clubs européens. J'étais fou de joie quand Marseille a gagné la Coupe d'Europe. J'étais fou de joie quand Paris a gagné la Coupe. Je veux pas choquer les Marseillais, mais Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions, on est d'accord, mais ils en ont gagné une petite quand même. Des vainqueurs des coupes. Voilà. Mais je me réjouis de tout. Donc évidemment, là, ce soir-là, j'étais quand même content, bien sûr. On va arriver maintenant à ton club de cœur. Alors attends, parce que si j'ai encore le temps, sur cette histoire de Paris qui gagne contre Madrid, qu'est-ce qu'on a fait avec mon pote ? Sachant que les joueurs, comme on vivait à côté de chez eux, on savait, il y avait la porte du garage où ils rentraient en voiture chez eux. Non. Et on a pris des feuilles blanches, des feuilles A4 qu'on a scotchées. On en a scotché, mais peut-être 30. On a fait une fresque et on a marqué Rai Ginola, merci. On a scotché ça sur la porte du garage. Mais ça faisait peut-être 5 mètres sur 5, tu vois. Enfin, je ne sais pas les dimensions, mais c'était énorme. Et on s'est planqué dans un buisson jusqu'à 1h du matin en attendant que les joueurs, que Ginola reviennent du match. Et il est effectivement revenu avec sa voiture. La porte s'est ouverte, s'est refermée. Déception totale. On avait passé 3 heures dans un buisson à l'attendre, mais au moins, il l'a vu, quoi. Et je pense que ça ne lui a pas fait plaisir. Il s'est juste dit... Ça me fait un peu flipper qu'il y ait des gars qui viennent comme ça chez moi. Mais bon, bref, c'était marrant. Voilà. Okay, c'est vrai que restons un instant sur ce moment-là. Donc, tu as 18 ans et tu fais quoi à ce moment-là ? Je suis en terminale, je prépare le bac. D'accord. Je prépare mon bac, je vais passer mon bac. On est au mois de mars, donc je passe mon bac au mois de mai, juin, voilà. Et, tu savais ce que tu voulais faire de ta vie à ce moment-là ou tu étais loin d'imaginer ? J'étais loin. Là, à cette époque-là, je suis loin du théâtre et je suis loin de tout ça. Ouais. J'en ai fait un peu, mais comme tout le monde, à l'école, tu vois, au cours de théâtre, mais comme tout le monde, quoi, sans du tout avoir le déclic pour ça. Donc non, à l'époque, je sais que je vais rentrer en fac, que je vais soit faire du droit, des sciences économiques, on ne sait pas, mais non, je ne sais pas du tout encore. Des études, c'est sûr, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, pas ce métier-là, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, on va avancer alors dans le temps. Match numéro 3, on est le 19 mars 96. 19 mars, tiens, c'est toujours... Incroyable. Ouais. Tu venais de fêter tes 21 ans cette fois-ci. Et tes Girondins de Bordeaux reçoivent le grand AC Milan. Le Milan AC pour le match de retour. Quart de finale de la Coupe de l'UEFA, tiens, encore. Et les Italiens avaient remporté le match aller 2-0. Alors, j'ai préparé la feuille de match pour que tu puisses te rappeler de tous les joueurs et de tous les instants de cette rencontre-là. Pourquoi tu as choisi ce match-là et tu étais où pour le regarder ? Alors, j'ai choisi ce match parce que c'est Bordeaux, parce que pareil, la dramaturgie du match est incroyable. Pas, de manière pas très originale, je suis chez moi ou chez Derek. Mon pote Derek, mon fameux. Est encore là. Ouais, Derek, il est encore là puisqu'il est aussi supporter de Bordeaux. C'est pour ça que c'est mon pote. Hein. Il aime Platini, il aime Bordeaux. Je ne sais plus si on regarde le match. Toi aussi, tu veux être ami avec un autre sa mère. On regarde le match. Je ne sais plus si on regarde le match chez lui ou chez moi. 21 ans. Je pense que je le regarde chez lui. Enfin. Je ne sais pas s'il faut recontextualiser, mais le scénario du match est fou. Et en même temps, dès les premières secondes, tu sais, il donne le coup d'envoi. Alors, je ne sais pas, tu veux donner la compo avant ou quoi ou je... Non, vas-y. Moi, je la redécouvre, la composition. On a quand même une équipe de Bordeaux avec Lizarazu, avec Zidane, avec Richard Vitzge, mais quel joueur! Christophe Dugarry, Dutuel, Philippe Lucas, Dogon, c'était très très solide. Et Gaëtan Huard dans les buts. Bon, j'ai pas cité tout le monde, mais vraiment c'est une équipe de Bordeaux. Quand tu vois avec le recul les noms, tu te dis c'est quand même une grosse équipe. Et pourtant. Quand tu regardes l'équipe en face. Et l'équipe en face. Avec Fabio Capello sur le banc. Et que des superstars. Non, alors regarde.
Albertini, Di Canio, Locatelli, Tassotti, Ambrosini. Là, je viens de citer le banc de touche. donc sur le terrain, on a Yelpo dans les buts, Panucci, Maldini, Vieira, Costa Curta, Baresi, Eragno, De Sailly, Georges Weah, Roberto Baggio et Donadoni. C'est quand même dingue. Non, c'est fou. Et que vous avez quand même gagné ce match. Ouais. Et pas seulement gagné, mais pas 3-0 pour vous qualifier pour les demi. Ce qui est dingue, c'est que cette année-là, en plus, Bordeaux, ils jouent presque la relégation. C'est-à-dire que, j'exagère un petit peu, mais en championnat, ils sont 14e, 15e, c'est pourri. Ouais. Et ils font un parcours européen qui les amène jusque-là. Oui, d'ailleurs, ils ont même licencié l'entraîneur en quelques semaines. Oui, c'est ça, avant ces matchs. Et ils font un parcours européen qui les amène à Milan en quart de finale. Ils prennent une petite rouste au match aller. Et au match retour, il y a quelque chose dans le discours des joueurs. Il y a quelque chose quelque chose dans l'air qu'on palpe, nous les supporters. On palpe un truc, on palpe un... En tout cas, les joueurs nous font comprendre que c'est peut-être pas si perdu que ça. Il y a de l'espoir. Et un souvenir très précis, le coup d'envoi est donné, et je vois l'équipe des Girondins qui jouait en Grenat ce soir-là. Je vois l'équipe des Girondins, mais sprinter vers la surface de réparation milanaise, faire un pressing, mais les premières secondes, un pressing de dingue, comme des morts de faim. Ils se jetaient sur tous les ballons, ça allait au contact, ça allait... Et je regarde Derek et je dis, putain, mais ils vont le faire, c'est con. Et dès les premières minutes, t'as Tolo qui marque le but, et là, à partir de là, l'Escure entre en fusion. Zidane, Dugarry toute l'équipe fait un match incroyable, et ils arrivent à faire 2-0, 3-0, à gagner ce match. Et ils iront en finale, d'ailleurs. Ils iront en finale de la Coupe d'Europe. 2 passes D de Zidane pour Dugarry et 3-0, effectivement, et la qualification dans une ambiance de folie. Ouais, pour moi, c'est le plus beau, pour être supporter de Bordeaux depuis presque 40 ans. Pour moi, c'est le match le plus fou, le plus émouvant, et avec le plus de... L'Escure a tremblé ce soir-là, quoi. C'était dingue. C'était magnifique, cette performance. Et malheureusement pour vous, à la fin de la saison, Zidane parle à Juve, Duga, il va à Milan, parce qu'ils ont bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils ont bien aimé ce qu'ils ont vu. Tu ne fais plus jamais ça contre nous, tu viens chez nous. Et Lisa, il part à Bilbao. Et voilà, c'est la fin de ces trois-là avec les Girondins, évidemment, 3 ans plus tard. On verra. Vous écoutez, les amis, Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4. D'Arnaud de Samer, l'homme le plus élégant du PAF, mais l'homme qui ne s'appelle pas vraiment Samer. Peux-tu bien nous expliquer comment tu as changé de nom, Arnaud? Parce que là, c'est une histoire de scène. Oui, c'est une histoire de scène, ouais. Je venais de découvrir l'improvisation théâtrale et je fais mon tout premier spectacle en public. Je fais un match d'impro et à l'époque j'ai pas de nom de scène, tu vois, c'est Arnaud de Cédry, mon vrai nom, et je joue comme ça. Bon bref, et je fais mon premier match d'impro et l'arbitre donne comme thème d'improvisation la vie de ma mère. Donc il va falloir faire une improvisation sur le thème la vie de ma mère. Et je monte sur scène, et j'entre en jeu, et là je suis tétanisé par le trac, par le public. C'est la première fois de ma vie que j'improvise en public, et il n'y a rien qui sort de ma bouche. Et le lendemain, mes potes se foutent de moi et disent tiens, voilà Arnaud, il va nous parler de sa mère, et de sa mère, c'est resté, quoi. Et comme il y a une petite consonance avec mon vrai nom de famille qui commence par TS, aussi de Cédry, de sa mère est devenu un pseudo, pas un nom de scène puisque j'étais pas professionnel, tu vois, mais c'est devenu un pseudo de mes potes, quoi, un pseudo amical. C'était pas un nom de famille, c'était comme Jojo, Gégé, voilà. Et donc c'était de sa mère, et j'ai gardé ce pseudo. Et puis quand je suis devenu, quand j'ai fait du one man show, qui a eu ma première affiche de one man show, avec mon co-auteur, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on met comme nom? Et on s'est dit, on va rajouter Arnaud devant de sa mère. On n'était pas très convaincus par le truc. Et on a mis Arnaud devant de sa mère. Et ça a fait de ça un nom de famille. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon vrai nom de famille. Une fois,
J'étais en tournée avec Palmade de théâtre et la fille qui s'occupait des billets d'avion pour nous, parce qu'on partait jouer, je sais plus où, en Corse, je crois, il fallait prendre l'avion. Et elle avait mis Arnaud de sa mère à la réservation Air France. Ouais. Bah non. Alors j'étais au comptoir Air France avec des tracts de mon spectacle en disant mais regardez en fait c'est moi je fais de la télé regardez je suis au théâtre avec Pierre Palmade, regardez c'est une star. Enfin voilà, c'est marrant, mais non c'est l'histoire de sa mère, voilà. Ok, de sa mère, c'est pas mal, et tu as gardé ton prénom parce que tu aurais pu t'appeler Nick par exemple. Oui, Nick. C'est le nom de mon cousin anglais, Nick. Ah oui, ouais, mais absolument. Nick de sa mère, c'est peut-être pas terrible. C'était pas bien. Le quatrième match de ta liste, mon cher Arnaud de sa mère, donc c'est lequel et pour quelle raison? On a parlé un petit peu avant de Zidane, Lizarazu et Dugarry. Tiens, on va les retrouver pour le quatrième match. On n'est pas en Coupe du Monde? C'est la finale de la Coupe du Monde. C'est la finale de la Coupe du Monde. Le 12 juillet 98. Ah oui. France-Brésil, Stade de France. Ouais. Alors, en tant que passionné de football, j'avais plein d'autres matchs en tête. Et c'est un petit peu cliché de parler du 12 juillet 98. Et puis, en fait, je me suis dit non, il faut parler de ce match-là parce que c'est un match qui... Alors, je suis où? Oui, tu commences à... Peut-être chez tu commences... Derek, peut-être. Exactement. Je suis chez Derek. Je suis chez mon pote Derek qui... Je me rends compte en parlant que... Tiens, je dîne avec lui demain soir, d'ailleurs. Ouais. Tiens, on salue bien. Ouais, et je me rends compte quand même que ce gars-là a partagé toutes ces émotions-là avec moi. Et plein d'autres autour du foot. Mais je suis chez Derek. Et pourquoi ce match-là? Parce qu'au-delà de l'aspect juste football, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas revécu depuis. C'est quelque chose qui avait plongé la France dans une espèce d'euphorie qui dépassait complètement le stade du stade du sport et c'était pour moi, c'est encore aujourd'hui pour moi un souvenir de plénitude, de bonheur national, tout le monde était de bonne humeur, joyeux, content, ça dépassait le cadre du foot, et c'est pour ça que je trouve ça, je l'ai mis dans ma liste parce que ça fait partie aussi de ce pourquoi j'aime le sport et des valeurs du sport, c'est-à-dire que ça, à un moment donné, ça transcende les gens, ça transcende les humeurs. Alors on va me répondre à ça. Même en juillet 98, il continuait à y avoir de la misère dans les rues, des injustices sociales, etc. Oui. Mais globalement, la France a ressenti quelque chose qui était assez extraordinaire. On parle à l'époque de la France Black Blamber, il y a quelque chose de très léger. Le président de l'époque a 98% de satisfaction dans l'opinion publique, ce qui n'a jamais été revu depuis. Alors que M. Chirac ne connaissait même pas les noms des joueurs. Ouais, ne connaissait pas le nom des joueurs, mais bon, tout le monde s'en fichait. Non, c'est vraiment, pour moi, j'ai choisi ce match-là aussi parce que ça... Pour son impact sociétal, on va dire, et sur l'humeur de la France. Tu as raison, gagner une Coupe du Monde à la maison, ouais. Ça ne peut qu'arriver qu'une fois dans une vie. Oui. Être français ce soir-là et pouvoir fêter cette victoire-là, c'est effectivement un moment et puis extraordinaire. on aurait voulu écrire le scénario. Les gars auraient dit on met France-Brésil en finale, la France gagne 3-0, et les autres scénaristes disent non, là t'exagères, non, c'est trop gros, quoi. Et Zidane marque un doublé, et après on est tous sur les champs, on chante Zizou président. Ouais, voilà. Non, les gars, là, vous allez trop loin. Là. Personne va y croire. On élimine les Italiens avec un penalty sur la barre. Bon, bref. Non, personne n'y croit. Et puis aussi, j'aime bien parce que c'est aussi... Aimé Jacquet, qui est détesté, critiqué, tout ce que tu veux, moqué par... c'est pas un secret, hein, le journal L'Équipe qui fait une campagne contre Aimé Jacquet. Et d'ailleurs, il l'assume, les journalistes de l'époque assument encore aujourd'hui le fait de dire « Mais non, mais on continue à dire que c'était n'importe quoi et qu'on n'y croyait pas et que c'était pas... » On continue à dire bravo, 1000 bravos, mais on maintient nos propos qu'avant la Coupe du Monde, Jacquet nous paraissait faire des choix qui étaient incohérents, pas possibles. Il n'y avait pas un énorme enthousiasme derrière cette équipe avant la Coupe du Monde. Pas du tout. Pas du tout. Ils font une Coupe d'Europe 96
qui est encourageante sans plus, éliminée par en 96, je ne sais. On n'a pas joué l'Angleterre. En demi-finale. Oui, c'est pas par les Tchèques. Si, tu as raison, par les Tchèques. Voilà. Et donc, on fait une Coupe d'Europe qui est encourageante, un peu frustrante, mais encourageante. On se dit, et puis finalement, Aimé Jacquet, on découvrira qu'Aimé Jacquet avait parfaitement préparé son plan, quoi. Et surtout, Jacquet, et ce qui est important aussi dans ce match-là, Jacquet met en lumière aussi quelque chose de très important, qui est la vie du groupe, et quelque chose dont Didier Deschamps va hériter, Deschamps qui est dans le groupe à l'époque, et ce que va utiliser Deschamps dans sa success story après avec l'équipe de France, c'est de privilégier le groupe et la vie de groupe par rapport à des prestations et des talents individuels. Voilà. Ce qu'on a pu d'ailleurs reprocher à Deschamps. Tu fais référence au fait qu'il n'a pas pris Cantona, il n'a pas pris Ginola, il n'a pas pris Anelka. Exactement, ouais. Et quand Deschamps se passe de certaines personnes plus tard, c'est exactement dans la même optique. Mais parce que Deschamps a vécu ça avec Jacquet en 98 et quand on découvrira et tu vois, juillet 98 aussi, France-Brésil 98, c'est aussi Les Yeux dans les Bleus, ce documentaire incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça, nous, qu'on découvre le foot de l'intérieur. Et quand tu regardes Les Yeux dans les Bleus, tu vois ça très fort, la vie de groupe, la communion qu'il y a dans ce groupe. Et il n'y a pas de hasard. Et ça explique très clairement pourquoi en 2002 ça marche pas. Ça explique très clairement pourquoi en 2010 il y a Naïsna, le bus de Naïsna. Et quand il n'y a pas ça, et ça explique pourquoi en 2018 aussi ça marche, parce qu'il y a une vraie. Pourquoi ça a failli marcher là en 2022. C'est le secret en fait. C'est le secret. Il y a très peu d'équipes championnes du monde où il n'y a pas un esprit de groupe très fort, quoi. Donc toi et Derek, vous venez de regarder le match à la télé. Vous faites quoi après? Après, vous n'avez pas beaucoup couché Non, mais évidemment que non. On va pas sur les champs parce qu'on a un peu peur de l'effet de foule. Il y a beaucoup de monde. Ouais, on était donc dans les Yvelines. On va à Versailles, qui est un peu plus, comment dire, calme, mais quand même très mais toutes les villes de France à l'époque étaient. Et donc on sort quand même, et c'est. C'est partout pareil en France, c'est-à-dire qu'on prend dans les bras des gens qu'on ne connaît pas, qui sentent plus ou moins bon, qui ont un taux d'alcoolémie plus ou moins élevé, mais on les prend quand même dans les bras, on s'embrasse, c'est cette euphorie-là. Non, et c'est une euphorie qui va durer des jours et des jours et des jours. C'est ça que j'allais dire, parce qu'effectivement, derrière, on est le 13 juillet, donc veille de fête nationale, il y a les balles de pompiers, ouais. il y a toutes ces célébrations qui sont là tous les ans, mais là, boosté par cet élan absolument extraordinaire. J'ai vécu ça aussi en tant que petit Anglais ici à Paris. Oui, les gens qui se prenaient dans les bras, comme tu dis, n'importe qui, n'importe où, et 1, et 2, et 3-0. Ouais. Et puis, c'est vrai que ça a dépassé, je ne sais pas, toutes les règles de la vie normale. Tout est oublié. Ouais. Et il y a une espèce de fraternité qui est restée quand même un petit moment. Mais tu vois, quand on entend la, même 30 ans après, enfin 25 ans après, tu revibres. Moi, j'ai encore des frissons d'entendre ça. Tu te replonges là-dedans. C'est qu'une émotion, qu'une question d'émotion, quoi. Allez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Arnaud de Saint-Mer, c'est lequel et qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là? Rotterdam. Ah, bien sûr, oui, 2 ans plus tard, la finale de l'Euro. On parlait d'émotion, c'est pareil, quand tu crois que tout est perdu et qu'il y a des champions. Et c'est aussi pour ça que j'aime les sportifs, j'aime les champions. C'est-à-dire que ce sont des champions parce qu'au moment où tout le monde pense que c'est foutu, c'est eux qui disent non, nous on est des champions parce qu'on vous montre que c'est pas perdu et que c'est possible. Et donc, c'est pour un Français, perdre contre l'Italie, c'est l'enfer. Pourquoi? Mais parce que les Italiens, ils sont tellement pénibles dans la victoire.
Et je sais qu'ils pensent la même chose de nous. Hein. Mais ils sont tellement... Ah putain, les Rital, quand ils gagnent, c'est pas possible. Ça se la raconte et machin, sa chambre, etc. Donc là, ils étaient déjà debout, France-Italie, finale de l'Euro. Ils mènent 1-0 sur un but de... qui est-ce qui marque en finale? Del Vecchio, me semble-t-il. Del Vecchio, oui, c'est ça, Del Vecchio. Et on la connaît, cette image. Ils sont debout, ils se prennent par les épaules, ils sont prêts à rentrer sur le terrain pour célébrer. C'est la dernière minute c'est la du temps additionnel. La dernière minute du temps additionnel, ouais. Fabien Barthez dégage. Dégage. Prolongé de la tête par... Trezeguet. C'est Trezeguet qui... Il est déjà rentré en jeu, Trezeguet. Il dévie de la tête sur Viltord, voilà. qui est à gauche, là, à l'entrée de la surface. Et Viltord prend ce ballon de la poitrine, le met à terre. Et là, il y a un instant suspendu où tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi cet espace autour de lui? Il a le temps d'armer. Il y a un truc. Et moi, à ce moment-là, on voit tous la scène au ralenti, quoi. Et ce ballon qui part du pied de Viltord, un tir croisé, qui passe entre les jambes de 84 joueurs italiens. Non, mais je crois que ça passe entre... Un petit peu de réussite quand même, ouais, il en faut. Mais oui, ça passe entre les jambes d'un joueur italien, ça passe sous le gant du... Et le but est marqué. Et là, il y a cette égalisation donc, qui éteint l'Italie. Et moi, je me souviens avoir hurlé, mais j'étais chez mon patron de l'époque, qui est un ami, et être allé sur son balcon à hurler, à m'en casser les cordes vocales, mais vraiment. Et ce qui me revient en tête, c'est le comportement des Français à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont contents, mais ils ont une espèce d'attitude de dire « on avait tout prévu, on n'a jamais douté ». Mais c'est rigolo que tu me dis ça, parce que j'ai fait, avec ce podcast, Marcel Desailly récemment, ouais. qui m'a dit exactement ça. Oui. On était serein, Darren, oui. Il m'a dit. Je dis, Marcel, c'était la dernière minute du temps additionnel, vous êtes toujours serein. Il a dit, c'est comme si on était habité, mais on savait qu'on allait gagner ce tournoi. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est ce qui s'est dégagé, c'est ce qui se dégageait. Et quand ils égalisent, alors que la France entière hurle sur les balcons comme si on était champion d'Europe, on a que égalisé. Et les Français, eux, sur le terrain, font des gestes, tu sais, aux Italiens en disant « rasseyez-vous, c'est pas fini ». Et dans leur tête, c'est pas fini. Maintenant, on va vous mettre le coup de grâce, quoi. Mais ce qui était marrant, c'est de voir que... Parce qu'on en a connu des équipes qui arrachent les prolongations et qui s'écroulent, soit au tir au but, parce qu'ils ont plus de jus dans la tête, psychologiquement, ils ont plus de... ou qui s'écroulent en prolongation. Mais là, non. Là, les Français, ils avaient juste mis la première pierre et ce qui était vraiment marrant, c'était de voir ça, de voir des joueurs qui se disent « Ok, on a égalisé, mais on n'a pas gagné encore. » Et tu te souviens, à cette époque-là, il y avait ce règle du but en or. Le but en or, ouais. Pour décider le match. Donc, c'est le premier qui marque, en fait, qui gagne. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Une règle de but en or qui a servi aux Français à la Coupe du Monde en 98 contre le Paraguay et quoi de plus beau? Elle n'a pas duré longtemps, cette règle. Hein. Non. Mais la France en a bien profité. La France en a bien profité. Et quoi de plus beau de gagner une compétition internationale sur le but en or? Surtout celui-là. Hein? Celui-là d'une beauté extrême. Ouais. Trezeguet. Ouais. Le débordement de Robert Pires pour ce centre et Trezeguet. Bon, si vous n'avez pas encore vu ce but, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ce podcast, mais allez voir. C'est quand même pour les plus jeunes. S'il y a encore un fan de foot qui n'a pas vu ce but, il est quand même. Oui, c'est fou. Quand tu sais que c'est un but en or et que Trezeguet, il était redoutable quand même dans la surface. C'est-à-dire que c'est un joueur, David Trezeguet, qui, quand il touchait un ballon et qui tentait, qui prenait sa chance, c'était 10 sur 10. C'était cadré, c'était. Il tirait très peu hors cadre, Trezeguet, jusqu'au jour où il a tiré un penalty. Donc, tu avais hurlé sur le balcon pour le but du 1-1. Ouais. Et là, pour la victoire? Je pense que tout s'est éteint dans ma tête. Je pense qu'on a dû me réanimer ou je sais pas. Non, pour le 1-1, j'avais... En fait, la prolongation démarre, tu sens vraiment que... J'ai le souvenir de m'être dit, non, on peut pas perdre ce match, c'est impossible.
La question n'était pas de savoir si on allait marquer le but en or, c'était de savoir à quel moment on allait le marquer. Et quand même, il y a Baggio qui nous fait passer une petite frayeur. Je ne sais plus si c'est avant le... Non, c'est peut-être pas pendant la prolongation, mais il y a Roberto Baggio qui... Attends, c'est Baggio ou Del Piero? Peut-être Del Piero. Ah, c'est Del Piero, ouais, qui fait un moment une frappe qui passe tout près de là-bas, où on se dit bon. Mais pendant la prolongation, globalement, j'ai quand même le souvenir de me dire, on est en train de les manger, quoi. On est en train de les bouffer. Et puis surtout, eux, il faut se mettre à leur place, hein. Se faire égaliser comme ça à la dernière seconde, tu t'abordes la prolongation, t'as les jambes un peu coupées, hein. Donc, ouais, bien sûr, c'est une immense joie. Et puis surtout, pareil, la France se dit, ah ok, en fait, la fête de 98, elle n'est pas terminée, quoi. En fait, on continue, quoi. Et oui. Hey, les gars, on va pas se coucher? Non, on va pas se coucher. Allez, on y retourne. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression et tu as l'impression que la France est partie pour gagner toutes les compétitions internationales. Ça y est, maintenant c'est pour nous. Tous les 2 ans, on gagnera quelque chose. J'espère un jour savoir à quoi ça ressemble. Ça ressemble parce que, franchement, tu racontes ça en anglais, je ne sais pas ce que c'est de gagner un tournoi international, tu sais. Mais non, mais ce qui rendra d'ailleurs la désillusion de 2002 encore plus violente, quoi, pour les Français, quoi. C'est-à-dire que, bon. Mais tout ça, 98-2000, ça instaure aussi en France la culture de la gagne. C'est-à-dire qu'on a appris à gagner et ça ne devient plus une surprise. Et quand même, quand tu regardes le palmarès de la France depuis 96, 98, ça reste quand même beaucoup de finales, beaucoup de... Voilà, on a appris à gagner, quoi. Vous êtes des petits gâtés. Ouais. Bah oui, j'avoue. Et c'est déjà pas mal. Bah ouais, quand même. Bon, écoute, Arnaud, on arrive au bout de tes 5 matchs. On a appris que Derek était souvent là, qu'on le salue, que Michel Platini... donc un stalker, c'est toi. Ouais. Mais on va quand même essayer d'organiser une rencontre, un de ces 4. Ouais, tu pourrais pas rendre un homme plus heureux. Ça serait magnifique. Bon, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Je suis ravi. J'espère que j'ai pas été trop long. Tu vas certainement avoir beaucoup de montage à faire. Pas du tout. On ne monte rien. C'est in-out chez nous. C'est ça aussi la beauté d'un podcast. Bon. Les gens peuvent écouter ça là où ils veulent. Ils peuvent arrêter et recommencer dans le métro, sur le vélo, en marchant, dans le train, dans la voiture. Bref, on est ravis d'avoir passé un moment avec toi, mon ami, et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye.